Bonjour Frédéric Rager, vous êtes le maire de Maché. Un élément important, c'est vous qui avez découvert le portable de la disparue. Est-ce que vous pouvez nous raconter où et quand? Oui, bonjour. Bien, écoutez, le dimanche 9 avril, hein, je me promenais avec mon épouse et sur un bord de route, on terminait notre balade. J'ai découvert ce téléphone dans le fond du fossé qui d'emblée comme ça me paraissait relativement propre. Dans un premier temps, on a pensé qu'il y avait que le petit, enfin, je vais dire la petite couverture du téléphone, mais en le prenant, il était bien à l'intérieur. Et là, on trouve un téléphone qui est parfaitement propre, sec, et qui s'allume. Hein. J'appuie sur le côté, il s'allume, il est verrouillé évidemment. Il y a un premier élément qui m'interpelle, c'est que le téléphone est sans carte SIM. Par contre, avec un niveau de batterie quand même très bon, ce qui pouvait laisser entendre il y a effectivement pas très longtemps qu'il était là. Bon, il y a un détail aussi, hein, je suis pas enquêteur, mais ça nous vient à l'esprit tout de suite. Le téléphone étant parfaitement sec, on pouvait très bien imaginer il n'avait pas passé la nuit dehors, évidemment, puisqu'il aurait eu de l'humidité. Et dans un second temps, en cherchant, parce que bon, on a tout de suite pensé à un téléphone volé, on a regardé à l'intérieur, il y avait une petite photo, donc d'Eva-Louise Pial, la fille aînée du couple, que je connais, puisqu'elle a été à l'école de Maché en même temps que mes enfants. Donc là, bon, j'ai dit à ma femme, j'ai dit on termine la marche et j'irai lui conduire tout à l'heure. Je suis allé donc chez Monsieur Pial pour lui porter et il était absent. Donc je suis allé voir les voisins d'en face avec qui je pense qu'il entretenait un peu de relations pour leur demander s'ils savaient où il était ou si ils pouvaient me donner ses coordonnées. Donc je leur ai expliqué que j'avais trouvé ce téléphone et qu'il fallait que je lui rende. Donc ils l'ont appelé, me l'ont passé et là Monsieur Pial me dit effectivement ça doit être le téléphone de ma femme. Et il me dit elle a quitté le domicile il y a quelques semaines. J'ai dit mais quitter le domicile, comment ça Il m'a dit elle a fait un abandon de foyer. Bon, c'est vrai que comme ça d'emblée, un téléphone sans carte SIM, un abandon comme ça de foyer, j'ai dit mais vous l'avez signalé à la gendarmerie. Il me dit oui, j'ai signalé un abandon de foyer à la gendarmerie. Bon, j'ai demandé son code de déverrouillage pour m'assurer vraiment qu'il leur appartenait ce téléphone, ce qu'il m'a donné, il s'est ouvert, donc je l'ai refermé, je l'ai mis dans sa boîte aux lettres et je l'ai informé d'ailleurs que j'alertais la gendarmerie quand même sur cette trouvaille. Donc j'ai alerté la gendarmerie aussitôt Est-ce que vous pouvez nous pour leur dire, dire que je venais de trouver un téléphone sans carte SIM. est-ce que vous pouvez nous dire où vous le retrouvez exactement? Dans quelle zone? Ce qu'il y a autour et à combien de kilomètres on Bah, est du domicile? Écoutez, combien de kilomètres on est du domicile, j'en sais trop rien, peut-être 2-3 kilomètres, facile. C'est sur la RD 40 qui traverse la commune, qui joint, j'allais dire, la 4 voies qui relie Chaland, La Roche-sur-Yon. Donc dans un fossé, voilà. Vincent Ventigame a une question à vous poser. On a lu notamment dans certains médias que l'endroit où vous avez retrouvé ce téléphone était proche d'une zone où il y a des départs de covoiturage. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer ou infirmer? Parce qu'on peut évidemment imaginer que elle aurait pu prendre un véhicule à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Écoutez, les informations, il n'y a pas de mal à les trouver. Il y a effectivement un aire de covoiturage qui est juste au-dessus à 500 mètres, à peine. Oui, donc vous nous donnez cette information sur la localisation du téléphone portable. Vous êtes surpris de l'état parce qu'en effet, il est chargé, il est sec, alors que vous dites, je crois comprendre qu'il a plu, enfin, la nuit était humide et que c'est étonnant qu'il soit dans cet état-là. Il n'avait pas... Il n'a pas plu du tout cette journée-là, il faisait très beau. La seule chose, je dis qu'un téléphone, si effectivement il était resté toute la nuit dans le fossé, on imagine qu'il y aurait de la condensation sur l'écran, parce qu'il était face contre terre. Mais il n'a pas plu. Et ensuite, vous le remettez aux gendarmes sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous connaissiez... Non, je l'ai mis dans la boîte aux lettres. Non, je l'ai mis dans la boîte aux lettres de monsieur Pial, et c'est les gendarmes qui l'ont récupéré ensuite. Oui, les gendarmes ensuite l'ont direct... Ah, les gendarmes l'ont pas directement récupéré, d'accord. Vous le mettez d'abord dans la boîte aux lettres, c'est ça que j'avais pas compris. Non, je l'avais mis dans la boîte et c'est lui qui l'a remis aux gendarmes. Tout à fait. D'accord, c'est un point important aussi. Non, les gendarmes sont venus. Oui, mais c'est les gendarmes ensuite qui l'ont récupéré par son intermédiaire. Oui, tout à fait. Encore une question, on en a plusieurs évidemment à vous poser. À quel point vous connaissez la famille? Vous avez dit qu'une de vos filles connaissait un des enfants qui réside au domicile. Est-ce que vous connaissez directement la disparue?
Non, alors il y a un de mes fils qui était à l'école en même temps, mais non, la disparue, je la connais pas, je sais même pas si je l'aurais reconnue, si je l'avais croisée. Monsieur Pial, on le voyait très très peu. C'est une famille qu'on voyait quasiment jamais. Je vous dis encore une fois, on les avait rencontrés, enfin on avait échangé avec eux il y a entre 12 et 15 ans à la naissance de leur deuxième enfant qui avait un petit handicap. Et à l'époque, on avait échangé sur des prises en charge de transport vers des établissements spécialisés ou en tout cas des recherches de financement, des choses comme ça. Depuis, rien du tout. C'est une famille avec qui on n'a eu aucun problème, absolument rien. J'ai rencontré Monsieur Pial l'année dernière en mairie pour un dossier d'urbanisme qui n'avait rien à voir avec ça, évidemment. Sorti de là, rien du tout. C'est des gens qui finalement n'étaient pas vraiment intégrés dans le cœur du bourg, enfin ils vivaient pas dans le cœur de bourg de Maché, venaient par moment, en tout cas Monsieur Pial à l'épicerie faire ses courses. Pour le reste, ils n'étaient pas vraiment, j'allais dire, vraiment concernés par le tissu associatif local. Il n'y avait pas de présence vraiment importante de cette famille dans le cœur de bourg. Et avez-vous été directement interrogé ensuite par les enquêteurs? Écoutez, je suis allé faire une déposition, c'est tout à fait normal pour la découverte de ce téléphone. Et après c'est tout. Ce que je comprends bien, c'est que quand vous découvrez le téléphone portable, au moment où vous le découvrez, on est le 9 avril, hein, et nous, selon nos informations, on sait que la disparition a été signalée par le mari le 3 avril. Vous, c'est à ce moment-là que vous apprenez que cette femme a disparu. Ce n'est pas connu dans votre ville, même si ça a été signalé. La famille n'a pas dit aux habitants qu'il fallait peut-être organiser des battues ou autre pour la retrouver. Non, mais écoutez, non, moi je le savais absolument pas. D'ailleurs, Monsieur Pial lui-même, quand je l'ai eu au téléphone pour le téléphone, m'a pas paru être quelqu'un d'inquiet. Enfin, en tout cas, il ne parlait absolument pas de disparition inquiétante. Il m'a seulement parlé d'abandon de foyer. Bon, c'est vrai que les abandons de foyer, il y en a sûrement d'autres. Et tant qu'il n'y a pas, je veux dire, d'inquiétude particulière des proches. Les gens ont le droit aussi de partir un temps. Là, aujourd'hui, on comprend bien que c'est pas de ça dont il s'agissait. Mais en tout cas, Monsieur Pial m'a pas fait état, lorsque je l'ai eu au téléphone pour lui remettre le téléphone de sa femme, de quoi que ce soit comme inquiétude particulière. Vous dites, on comprend bien maintenant que ce n'est pas de ça qu'il s'agissait, mais ça faisait déjà 2 semaines qu'elle avait disparu, hein, quand vous découvrez le téléphone portable. Ben oui, sûrement, peut-être, ouais. Mais en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler auparavant. Vous n'en aviez pas entendu parler. Ce témoignage est quand même très intéressant, Vincent Ventighem. En effet, il nous raconte la réapparition surprenante du téléphone portable. Le maire tout de suite se dit, c'est bizarre, un téléphone dans cet état, à cet endroit-là, c'est étrange. En effet, il y a ce dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une zone de covoiturage à côté, c'est un élément de plus. On ne sait pas vers quoi ça nous achemine, mais ce témoignage à la fois nous raconte que le téléphone a été retrouvé, que c'est une pièce importante pour l'enquête, on ne sait pas ce que son étude a apporté, et que le mari, 2 semaines après la disparition de sa femme, est encore persuadé qu'elle s'en est allée volontairement. Effectivement, c'est un témoignage qui vient apporter beaucoup de questions. Il y a, vous l'avez dit, l'histoire de ce téléphone. Que faisait-il là, si tant est que Karine Pial soit partie dans le sud de la France? Pourquoi son téléphone se retrouve dans un fossé à 2 km du domicile? Est-ce qu'elle a pris le covoiturage? Et puis l'une des interrogations qui affleure aussi avec ce témoignage, c'est que finalement le mari n'a parlé à personne 2 semaines après de sa disparition. On peut imaginer que si jamais ça arrive à tout à chacun, on va aller voir les voisins, on va aller voir les commerces, on va aller voir les choses aux alentours pour savoir si quelqu'un l'a vu. Si quelqu'un disparaît à 16h30 en plein milieu d'une après-midi dans un petit village, on peut aller voir dans la rue si elle n'est pas là, s'il n'y a pas eu un accident. Et on se rend compte que 15 jours après, le maire du village, on est ici dans une petite zone, il n'y a pas beaucoup d'habitants, on est je crois sur une commune qui doit compter 1500 habitants. Le maire n'en était pas informé. Donc soit le mari était déjà convaincu que sa femme était partie parce qu'elle voulait partir et il n'avait pas cherché plus loin, soit il y a quelque chose d'autre derrière. Qu'est-ce qu'on sait du couple en lui-même? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose parce que les investigations débutent à peine. On sait que c'est une famille recomposée, c'est-à-dire que Karine Pial avait 2 enfants d'une précédente union. Elle en a eu 3 avec son époux. Ils vivaient dans cette maison et visiblement, en tout cas selon les premiers éléments et les premières déclarations, ils étaient séparés, mais ils avaient décidé de rester tous les 2 sous le même toit, notamment pour les enfants, pour le bien des enfants. Il faut le rappeler qu'il y a 2 enfants qui sont âgés de 12 et 14 ans, une fille de 12 ans et un garçon de 14 ans qui a un léger handicap, qui souffre de surdité. Et sa maman s'occupait beaucoup de lui, justement, pour l'aider à surmonter ce handicap dans le cadre
de ses études. Il était scolarisé en classe de 5e. Puis on a quelques éléments sur le tempérament aussi de Karine Pial qui sont notamment apportés par sa sœur. Elle est décrite comme quelqu'un d'assez discrète, effacée, casanière, voire même peureuse. Sa sœur a cette expression, elle dit, elle n'irait pas braver l'aventure, elle n'irait pas dehors pour braver l'inconnu. Or, et partir sans ses enfants. Et surtout, elle dit, elle ne partirait jamais sans ses enfants. Il n'empêche que c'est la version du mari, c'est que justement, elle est partie parce qu'elle voulait voir autre chose. Donc, qui dit vrai, qui dit faux? On voit le fils aîné à l'écran. Elle est très casanière, elle aime sa maison, elle est même un peu trouillarde et je ne l'imagine pas partir comme ça, surtout sans ses enfants. On est tous très inquiets. Vous parliez de la sœur, on va justement l'écouter. C'est une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison. Elle est heureuse, c'est pas quelqu'un qui va braver comme ça, partir. Enfin, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose, c'est ce que dit la sœur. À quel point le téléphone qui a été retrouvé peut-il aider aujourd'hui l'enquête? Je pense que le téléphone il est dans les mains maintenant de l'Institut de recherche de la gendarmerie depuis sa découverte. D'abord pour regarder les traces qu'il peut y avoir dessus, parce qu'on sait qu'il a été touché par le maire, il a été touché par son mari. Après, on va regarder si on trouve des ADN ou des empreintes, surtout qu'il avait l'air d'être en parfait état. Il est sec, c'est important. Par contre, c'est interpellant de savoir qu'un téléphone qui est censé être resté dans la nature pendant plusieurs jours, le maire le décrit comme étant très propre et sec. La batterie rechargée. On va regarder la météo, mais je pense qu'entre le moment où elle a disparu et le moment où il a été retrouvé, il y a bien dû y avoir un moment ou un autre de la pluie. Après, la batterie recherchée, là aussi, les techniciens vont regarder un téléphone comme ça, combien de temps sans être utilisé il peut tenir chargé. Et puis ensuite, ils vont voir avec les opérateurs, parce que cette carte SIM, elle est partie. Si elle a été réutilisée dans un autre téléphone, on va le savoir. Ce téléphone, il a une mémoire, il va être sondé et au niveau géolocalisation, je suppose qu'on va savoir à quel moment il a pu bouger de ce fossé. Mais tout ça est quand même assez intriguant. Oui, l'affaire est intrigante et puis on sait comment se mène ce genre d'enquête, ou en tout cas quelles sont les premières questions. C'est vrai qu'on s'interroge tout de suite sur le lien entre la femme et le mari. Par définition, on sait que le mari est toujours le premier suspect. Oui, je dirais l'entourage d'une manière générale, mais ce qui est intéressant quand même, c'est finalement le cheminement procédural de ce dossier, puisqu'au début, quelques temps après que la disparition ait été signalée, le parquet décide d'abord d'ouvrir une enquête préliminaire uniquement pour des faits de disparition inquiétantes. Et puis, on apprend qu'il y a tout juste un mois maintenant, on est sur une ouverture d'information judiciaire pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Donc là, on n'est plus du tout, si vous voulez, dans la même chose. Il y a un degré qui vient d'être atteint et une intention criminelle, semble-t-il. Même si la procureure nous le disait encore ce matin, la procureure de La Roche-sur-Yon, Emmanuelle Lépicier, pour l'instant, évidemment, elle ne va pas dire autre chose, mais aucune piste n'est écartée, aucune piste n'est privilégiée entre la thèse criminelle ou la thèse du départ volontaire. Oui, non, mais certainement, aujourd'hui, c'est son positionnement et c'est le discours qu'elle tient. Mais ce qu'on peut voir dans des affaires similaires, d'ailleurs, amplement médiatisées, on s'aperçoit que finalement, le facteur temps est extrêmement important dans le cas d'une information judiciaire. Ça vous fait penser à l'affaire Jubilard ? On pourrait imaginer un parallèle, mais en aucun cas, on a aujourd'hui des éléments qui permettent de le faire. Néanmoins, une disparition, on sait que c'est les premières semaines, voire les premiers mois, qui vont être absolument essentiels. Frédéric Raget, est-ce qu'il y a la volonté maintenant chez les habitants de rechercher cette femme? On sait que parfois des battues sont organisées. Est-ce que ça va avoir lieu prochainement ou pas? Écoutez, je ne pense pas qu'on soit dans notre rôle d'organiser quoi que ce soit. Moi, je suis prêt à aider et je suis persuadé que les Machéens aussi, mais si tant est qu'on nous le demande à un moment donné, je me vois mal entamer quoi que ce soit au risque de venir perturber l'enquête qui est en cours. S'il y a des battues à faire ou s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, la gendarmerie ou les enquêteurs viendront vers nous et on fera tout ce qu'il faudra pour tenter de la trouver, mais j'en prendrai pas l'initiative. Et vous sentez qu'il y a une émotion particulière maintenant que ça se sait, maintenant que tout le monde sait que cette femme, cette mère de famille, Karine Esquivillon, a disparu?
Bah, évidemment. Je veux dire, même si ce sont des gens qui n'étaient pas très connus, on peut très vite comprendre qu'une femme qui plus est maman, qui a complètement disparu et qui donne pas de nouvelles à ses enfants, ça inquiète tout le monde. C'est évident, ça perturbe grandement, puisque dans nos communes rurales, on voit pas ça tous les jours, fort heureusement, mais on a tendance à croire que ça arrive chez les autres, dans les grandes villes, sauf qu'il n'y a pas de typologie particulière sur les communes pour ce genre d'affaires, et ça remue, évidemment, ça remue beaucoup.